Bonjour et bienvenue, chères collaboratrices, chers collaborateurs de Le Galet, pour ce Midi Le Galet des plus connectés, en direct des studios Gorilla à Caen. Alors un Midi Le Galet spécifiquement dédié à la Le Galet Team Voile, que nous avons le plaisir de recevoir en plateau. Donc ce midi, il est 13 h, nous en avons pour à peu près 45 minutes ensemble, et j'ai donc le plaisir d'accueillir la Le Galet Team Voile, composée de Pierre, de Kevin, de Paul, et également Manfred Ramspacher, créateur et fondateur de la Normandy Channel Race et CEO de Sirius Events. Alors, avant tout, un petit tour de table pour se connaître un petit peu mieux les uns les autres. Alors, Pierre, Kevin, Paul, on va faire un petit portrait de chacun d'entre vous. Pierre, tu as 23 ans, et à part ça, je ne sais pas grand-chose de toi. Moi, donc oui, effectivement, j'ai 23 ans, je suis né à Caen. Et pour parler un peu de voile, j'ai appris à faire du bateau pas très loin d'ici, à Barneville-Carteret, en face des îles anglo-normandes. Et c'est là où j'ai fait un peu tirer mes premiers bords dans le chenal de Barneville-Carteret et où j'ai été un petit peu piqué du virus de la voile. Et c'est à l'occasion de stages de voile en Bretagne Sud où j'ai découvert un petit peu plus ce monde de course au large, du Mini 650. Et que j'ai décidé de prendre une année de césure de mes études d'ingénieur en 2019 pour m'entraîner, me qualifier et participer à la Mini Transat 2019, qui est une course au large en solitaire, et pendant laquelle j'ai rencontré Kevin et Paul. Donc on est tous les trois ministes, comme on appelle les gens qui font du Mini 650. Et c'est là où je me suis dit que la course au large, c'était quand même vraiment très très chouette. Et c'est ça qui m'a donné envie de revenir, et puis avec les super copains que je me suis fait sur cette course. Alors, ministre, j'ai bien compris. Ingénieur, en tout cas, pour toi, Pierre, et également pour toi, Kevin. On verra après, avec toi, Paul, si tu es également ingénieur ou pas, je ne sais pas. On le découvrira. Et en tout cas, pour toi, Kevin, 26 ans, originaire de Grenoble, évidemment très connu pour ses mers et océans. Exactement, ouais. Alors c'est vrai qu'on n'associe pas toujours Grenoble avec la voile ou la course au large. En fait, moi j'ai découvert la voile en Bretagne à l'occasion de vacances avec mes parents. Donc j'ai fait un stage de voile et c'est là que j'ai tiré mes premiers bords d'optimiste à l'âge de 7 ans. Et en rentrant à Grenoble, j'en ai parlé avec mes parents, j'avais vraiment accroché, j'avais très envie de persévérer un peu et de naviguer, de continuer à naviguer. Et en fait, il se trouve dans cette région Rhône-Alpes, il y a quand même pas mal de lacs et sur chaque lac, il y a souvent un club de voile et qui est plus ou moins dynamique, mais il se passe quand même des choses et en tout cas, c'est une région qui nous permet, quand on est jeune, donc en primaire ou au collège, de progresser en voile et d'apprendre à faire de la compétition de voile. Donc moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Mes parents m'ont inscrit dans un club de voile, le club d'Aix-les-Bains, sur le lac du Bourget. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la compétition, alors d'abord en optimiste, puis en 401. Et j'avais toujours un petit peu envie de naviguer plus, donc on naviguait le mercredi et le samedi, mais je voulais naviguer encore plus, et c'est pour ça que je suis parti en sport-études à Brest. Et donc là, on naviguait encore plus, donc là, c'était mes premiers bords vraiment en mer, régulièrement en mer. Et à la fin de mon lycée, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, continuer la voile ou pas. Et finalement, j'étais quand même très intéressé par l'architecture navale et la technique derrière les bateaux. Et donc, j'avais envie de faire une école d'ingénieur, l'ENSTA Bretagne à Brest. Et donc, j'ai arrêté la voile. J'ai mis entre parenthèses en fait, un peu le sportif pour entrer dans cette école. Et une fois que j'avais intégré cette école, c'était de nouveau possible de naviguer. Et donc, j'ai repris la voile tranquillement et jusqu'en 2018 où avec l'aide de mes parents, on a acheté un Mini et j'ai démarré mon projet pour participer à la Mini Transat. C'était vraiment un rêve de faire de la course au large. Et donc ça m'a bien accroché. Et ensuite, à l'issue de la Mini Transat, j'ai pu faire une saison de Figaro grâce au Team Vendée. Et ensuite, voilà, c'était le début du classe 40 avec Pierre. Bon, alors 26 ans et déjà un parcours voile assez dense. Assez dense, mais assez classique. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font ça à peu près dans les mêmes âges. Donc on commence par le dériveur jusqu'à 18 ans. Ensuite, on a le choix soit de partir sur des séries olympiques, donc persévérer en dériveur, soit d'essayer de mettre un pied dans la course au large. Et donc moi, j'ai pris cette route-là. Et donc c'est pour ça qu'à 26 ans, on se retrouve. Mais j'ai pas fait j'ai fait qu'une saison ou deux sur chaque support. Donc il me reste encore plein de choses à découvrir. Alors 20 ans, le petit jeune évidemment de la team, je suis désolé Paul, fallait bien le dire. Ingénieur ou futur ingénieur, je ne sais pas, tu nous le diras, mais en tout cas 20 ans, originaire de la région parisienne. Et quoi d'autre? Eh ben, écoutez, oui, donc moi je suis né en région parisienne, donc dans une famille où il n'y a pas du tout de marins, donc j'étais pas du tout prédestiné à un jour terminer sur un bateau.
Je sais que l'élément déclencheur, ça a été de suivre un Vendée Globe quand j'étais vraiment petit. J'étais en CP, donc je devais avoir 7 ans. Et j'ai souvenir de tous les soirs, en rentrant de l'école, demander à regarder les vidéos journalières du Vendée Globe. Du coup, pendant 3 mois. Donc, c'est sûr que ça peut vite fasciner, en fait, quand t'es enfant, de voir tout ça. Donc, j'ai commencé à vouloir faire de la voile l'été chez mes grands-parents, donc en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, près des Sables-d'Olonne. J'ai eu le droit donc mes parents m'ont laissé faire ça en me faisant faire des stages l'été, etc. Et on a eu l'occasion avec mes parents de venir habiter au bord de la mer, donc à La Rochelle, il y a maintenant 6 ans, quelque chose comme ça. Et c'est là que j'ai saisi ma chance. Je savais que pour faire de la course au large, pour faire vraiment du bateau, il fallait être au bord de la mer, ou du moins à côté d'une région qui est un peu dynamique à ce sujet-là. Et donc je me suis inscrit dans un club, j'ai fait un peu de dériveur, mais j'aimais vraiment pas ça, enfin pas beaucoup. J'étais plus gros bateau, et donc j'ai commencé à faire de la compétition en J80, en Open 5-7, des Spi West France, des choses comme ça. Donc à temps plein, ça commençait à devenir vraiment plusieurs jours par semaine, etc. Ensuite, après la 3e, j'ai pris l'orientation de faire un lycée maritime, donc pas du tout ingénieur, mais pour vraiment être focus sur le bateau. Dans lequel j'ai passé des diplômes de capitaine en marine marchande, qui peuvent du coup servir à être skipper aussi. J'ai fait ça je m'en souviens très bien, mon premier convoyage aussi en solitaire, j'avais 16 ans, quelque chose comme ça. Et pour la petite anecdote, sur des heures de cours, enfin bon, voilà, bref, mais je l'ai fait quand même. Et c'était, je crois que c'est ça vraiment qui a marqué le début en fait vraiment de quelque chose qui tient encore et qui donne vraiment envie de le faire. Ensuite, j'ai mis le souhait, un peu comme Kevin et Pierre, de faire la Mini Transat. Donc là, c'est une discussion que j'ai eue avec mes parents. Ils m'ont aidé à financer mon premier Mini en 2018, du coup. J'avais pas de sponsor. J'ai travaillé tout un hiver pour financer la première saison. Ensuite, j'ai eu des sponsors pour la saison 2019, que j'ai faite avec ce même bateau. Et là, j'ai trouvé que j'avais quand même envie d'être un peu... j'étais un peu compétiteur. J'étais pas extrêmement bon, mais j'avais pas envie d'être forcément derrière. Donc, on a acheté un deuxième bateau en fin 2019 pour faire la saison 2020 et 2021, toujours en mini, avec un prototype, donc un peu plus complexe. Et voilà, et là du coup j'ai vendu mon bateau en fin d'année, et je me retrouve avec Pierre et Kevin pour préparer le Rhum. Bon alors, on a la chance de connaître bien les activités de skipper, de co-skipper, Kevin qui s'occupe également du support performance. Toi, tu es donc préparateur technique, les collaborateurs, collaboratrices de Le Galet te connaissent moins. Alors tu rentreras un petit peu dans le détail tout à l'heure quand on va parler du chantier d'hiver 2022 dans lequel le bateau est actuellement. Mais en quelques mots, préparateur technique, ça consiste en quoi ? En fait, c'est emmener le skipper et le co-skipper, s'il y en a un, ça dépend des courses, dans les meilleures conditions possibles en mer. C'est-à-dire qu'il faut que le skipper ou le co-skipper partent en se disant le bateau est prêt, il n'y aura pas de problème. Et s'il y a un problème, il m'aidera à le résoudre. Et on a préparé le bateau ensemble, vraiment en ayant une réflexion commune de moi je veux ça pour naviguer comme je le souhaite. Et moi j'applique, et je peux aussi conseiller parce que du coup le préparateur, enfin en tout cas dans mon cas je navigue aussi. Donc j'ai conscience de ce qui peut se passer en mer et de ce que les skippers demandent comme amélioration. Donc c'est vraiment permettre aux skippers de faire ce projet, de naviguer dans de bonnes conditions et optimiser les chances d'arriver de l'autre côté de l'Atlantique ou au bout des courses sans problème technique, quoi. Alors si j'ai bien compris, vous venez tous de l'univers de la Mini Transat, vous connaissez de là, vous connaissez forcément très très bien a priori. Si on fait un portrait croisé pour qu'on puisse un petit peu mieux vous connaître, toi Pierre, comment tu définirais Kevin ? Alors Kevin, maintenant on a beaucoup navigué ensemble, donc j'ai un peu plus de recul, mais on en parlait tout à l'heure avec Paul. Ce qui est très impressionnant avec Kevin, c'est son analyse météo et son ressenti. Il a vraiment, c'est un petit Mozart de la voile, même s'il est très humble et qui va pas être forcément d'accord, mais il sent des choses, et il voit des choses qui sont assez impressionnantes, et qui, pour moi qui ai commencé la voile un petit peu plus sur le tard que lui, c'est dur de mettre des mots sur ce qu'on voit quand on voit le vent arriver, etc. Donc il a une très bonne lecture du plan d'eau, très bonne lecture météo, les nuages, tout ça, il connaît ça sur le bout des doigts, et puis c'est un peu sa passion, donc il partage ça avec beaucoup de ferveur. Bon, et Kevin, du coup, la caractéristique de Paul ? Paul, moi je dirais que c'est une boule d'énergie.
Il a beaucoup d'énergie, il en donne beaucoup sur le projet, enfin dans tout ce qu'il fait de toutes les manières. Et ensuite, vu qu'il a toutes les compétences qu'il faut et qu'il met l'énergie, il trouve plein de solutions et tout se passe très bien. Donc pour ça, c'est très agréable et je suis très content qu'il réintègre le projet parce que ça donne plein de confiance pour l'année à venir. Je viens de me rendre compte que tout à l'heure, on a fait dans un autre sens. Alors ça vous perturbe forcément un petit peu. Mais Paul, tu vas nous dire également, toi, ce que tu penses de Pierre. Non, pour moi, je pense que c'est quelqu'un de très assidu et perfectionniste. Mais les souvenirs, moi, qui m'ont le plus marqué sur la personnalité de Pierre, c'est la résistance, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais à la pression et au stress qu'il peut y avoir au départ de certaines courses. Je pense notamment à la Mini Transat, ça m'a beaucoup marqué, où c'était quand même un départ dans quelque chose de très inconnu pour le coup. Donc dans un projet qui était assez récent aussi pour Pierre, pendant lequel il avait eu beaucoup de soucis. Et je ne l'ai jamais vu craquer. Voilà, moi, ça m'a toujours impressionné. Je veux dire, au départ de sa mini-transat, j'étais là, moi j'ai craqué, lui il n'a rien dit. Donc, bon, écoutez, c'était donc quelqu'un de très résistant et qui sait où il va. Et qui, malgré peut-être des fois les virages qu'il faut prendre pour arriver d'un point A à un point B, arrive toujours à garder la tête froide. Et ça, je pense que c'est très important en course au large. Parce qu'on est quand même confronté à quelque chose qui n'est pas du tout notre milieu, en tant qu'être humain. Et Pierre arrive assez bien à appréhender ce truc-là et à ne pas être trop stressé, à y aller sereinement, quoi. Donc quelqu'un de droit. Ok, merci. Merci pour ce portrait croisé, effectivement sincère, non préparé, donc encore plus merci. Alors je vais laisser la parole un peu à Manfred, qui va nous accompagner pour aller un petit peu plus loin dans le monde marin, dans la technique, sur un petit peu le projet. Manfred, est-ce que tu peux nous aider à en savoir plus? Oui, on a bien compris que vous venez de cet univers de la mini. Et souvent, en matière d'études, les parents disent « passe ton bac d'abord et on verra après ». Et en matière de course au large, on dit « passe ta mini d'abord et après on verra ». Alors, comment le projet Le Galet Team Voile naît à partir de votre expérience et des rencontres? Qui a eu l'idée? Comment ça s'est fait? Dans quel délai? Comment on construit ça? Pourquoi Classe 40 et pas un autre bateau? En fait, du coup, on s'est séparés. On a fini cette mini transat fin 2019 et ensuite chacun est retourné un petit peu à ses activités. Donc Pierre devait finir ses études et moi je démarrais un projet Figaro. Et donc dans cette année-là, on discutait, mais voilà, chacun était concentré un peu sur ce qu'il voulait faire, ce qu'il avait envie de faire à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, donc au début de cette année-là, au début de l'année du programme, on discutait pas mal et voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Alors moi j'avais envie de naviguer sur un autre bateau que le Figaro. Pierre, il commençait à avoir un peu des fourmis dans les jambes et il avait envie de revenir en Bretagne faire du bateau. Et donc voilà, on réfléchissait un peu au programme. Et c'est vrai que le Classe 40, donc c'est des bons bateaux, des beaux bateaux, mais c'est des bateaux qui restent simples. Donc les coureurs se définissent des règles pour que les bateaux soient construits simplement pour limiter un peu les coûts et ensuite que ça soit facile à utiliser. Et donc, on s'est dit, ces bateaux-là, c'est assez classique de passer du mini au classe 40 quand on veut participer aux grandes courses au large, puisque c'est des bateaux qui se ressemblent beaucoup au niveau technique, manœuvre sur l'eau. Et donc, c'est des bateaux qui sont identiques ou ils ont des différences dans la classe 40 ou, entre plusieurs classes 40 Alors, il y a des différences. C'est des bateaux qui sont tous un peu différents. Il n'y a pas de règle de série dans la classe 40. Donc, on n'est pas obligé de construire le même bateau que le copain. Mais par contre, c'est quand même des bateaux qui ne sont pas vraiment encore prototypes dans le sens où on peut retrouver Ils ont un cadre commun de poids, de taille. Mais à l'intérieur de ça, on peut avoir différents architectes ou différents chantiers. Oui, c'est ça, ouais. Donc on a vraiment cette idée de bateau. À la fois, on peut faire ce qu'on veut dessus, mais en même temps, pour que ça soit assez simple et pas trop cher, les coureurs vont se réunir pour construire 3 ou 4 ou 5 fois le même bateau. Et donc ça permet d'avoir des bateaux assez accessibles. Et donc voilà, donc on discutait et puis... Et puis on s'était mis en tête, on avait discuté d'une grande course, de la deuxième grande course de la saison qui est les Sables Horta, qui était une course qui partait des Sables d'Olonne et qui allait aux Açores. Kevin était déjà allé aux Açores en mini, moi non. Il m'en avait dit beaucoup de bien. Et du coup, on s'est dit qu'on aimerait bien un jour naviguer ensemble et pourquoi pas sur cette course les Sables Horta. Donc le projet est un petit peu parti de ça en se disant on sait que le support peut être intéressant, on se sent plutôt capable de l'appréhender et d'apprendre à
naviguer sur ces bateaux qui étaient un peu plus gros que ceux dont on avait l'habitude. Et il y a cette course cet été. Après, si on fait cette course cet été, ça serait dommage de ne pas faire la Normandie Channel Race, qui est une course un petit peu plus tôt dans la saison. Et puis, si on fait 2 courses, pourquoi pas se dire qu'on fait la Jacques Vabre. Et puis, si on fait la Jacques Vabre, du coup, on fait toute la saison et on fait le Rolex Fastnet. Donc, ça a un petit effet boule de neige. Et puis, d'un autre côté, du côté Le Galet, qui avait forcément suivi un petit peu de loin la course au large, avec notamment Groupe Cétain qui était sur le Vendée Globe, et puis beaucoup d'autres entreprises de la région. Il y avait cette volonté de faire quelque chose un peu de nouveau, pourquoi pas le sponsoring sportif, et puis du coup, pourquoi pas la voile. Et du coup, on s'est dit, on a un peu saisi l'opportunité, on s'est dit pourquoi pas essayer de lancer une initiative voile au sein de l'entreprise. Et alors votre bateau, vous l'avez trouvé comment? Je crois qu'il a le numéro 145. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de bateaux dans cette classe ou... Oui, alors les numéros sont attribués chronologiquement. Donc là, on arrive à peu près au 180, donc on a 35 bateaux de retard, disons. Il y a plusieurs générations. Nous, ça va être un bateau de 3e génération, donc qui est plutôt l'avant-dernière génération. Maintenant, on est sur des bateaux plus récents. Donc il y a une 4e génération qui est sortie depuis à peu près 2019. Donc on a un petit déficit de vitesse, de performance à certaines allures, dans certaines conditions. Mais ça reste un bateau qui est très bien construit, qui est très bien fiabilisé parce qu'il a beaucoup navigué. C'était un bateau de propriétaire avant, qui avait déjà fait la Transat Jacques Vabre à 2 reprises, en 2015 et en 2017. Et puis qui avait participé à plusieurs courses de la saison en classe 40, que ce soit sur le circuit en Europe, mais aussi sur le circuit en Amérique. Donc il y a d'autres courses... C'est un peu international, la classe 40, il y a des courses un petit peu partout. Et donc voilà, le bateau était disponible à ce moment-là, donc on s'est dit que ça serait un chouette bateau pour commencer, pour découvrir un petit peu. Et on en est très très content. On a eu très peu de problèmes, on en reparlera peut-être, mais pendant les courses. Et c'est un super bateau qu'on est en train de bichonner un petit peu cet hiver. Bon, Olivier, je crois que c'est une bonne introduction pour parler de cette année 2021, qui a été l'année de lancement de... Alors le lancement, projet. Tout à fait. Donc un programme 2021 de courses. Alors évidemment 4 courses au programme. Alors si on regarde sur la cartographie, donc une CIC Normandie Channel Race, une course en double. Ça c'était au mois de mai. Les Sables Horta également course en double. Ça c'était au mois de juin. Une Rolex Fastnet au mois d'août. Et puis une Transat Jacques Vabre évidemment au mois de novembre, comme on l'a vu. Donc 4 courses. Pourquoi on choisit certaines courses et pas d'autres? Est-ce qu'il y a une question il y a une question de timing, de préparation, etc. Il y a une question également peut-être de points, de prestige. Pourquoi le choix de course? Alors le calendrier, il est assez clair. Il y a des courses qui font partie du championnat classe 40 et d'autres non. Donc là, on a vraiment sélectionné pour commencer les courses qui faisaient partie de ce championnat. Et en se disant, il y a 4 courses cette année au championnat classe 40, on va essayer de faire les 4. Donc même en faisant seulement les courses du championnat, il y a quand même un rythme qui était assez intense. On a eu assez peu de temps de repréparation, de réparation du bateau entre la Normandie et les Sables Horta, par exemple. Et du coup, ça semblait assez logique. Et puis la suite des courses était intéressante parce que donc on commençait en double avec une course, donc c'était un peu un challenge de préparer la Normandie, on y reviendra. Et puis après, une grande course pour préparer la dernière course de la saison qui est la Transat Jacques Vabre. Et effectivement, on finit en beauté sur une traversée de l'Atlantique qui est toujours une magnifique expérience à vivre. Alors si on revient un petit peu en détail justement sur chaque course, première course, la CIC Normandie Channel Race, c'était un 30 mai, en tout cas tout au moins le départ. L'arrivée, je ne l'ai pas calculé, mais en tout cas, vous avez mis 5 jours. Alors 5 jours, moi je parle en termes raccourcis, mais vous comptez en jours, heures, minutes, secondes, parce qu'à un moment donné, chaque seconde presque compte. Et puis une belle 8e place. Alors Manfred, c'est quoi cette course CIC Normandie Channel Race dont tu es le fondateur quand même? Alors, je ne sais pas si je suis très objectif, ayant créé cette course et l'organisant, mais je crois qu'elle a quand même une réputation d'être une course exigeante et difficile. C'était peut-être un gros morceau pour commencer. Comment vous avez vécu ça, cette première rencontre avec les autres skippers, ce premier engagement sur un parcours qui est quand même, qui ressemble beaucoup à un parcours du Figaro, qui est un parcours assez difficile? Ouais, c'est vrai que c'est une course qui est exigeante, mais qui a l'avantage d'être toujours proche des côtes. Et donc, on se sent quand même en sécurité si jamais on a un problème technique, on se sent capable de revenir assez facilement dans un port. Donc, ça, c'est quand même c'était un côté positif pour la première course. Par rapport aux autres skippers, c'est vrai que le monde de la course à large est un petit monde et la plupart des gens se préparent quand même en Bretagne Sud. Donc on connaissait la plupart des gens,
on connaissait une grande majorité des skippers qui étaient présents. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas cette petite appréhension, cette découverte d'un monde complètement nouveau. Donc ça, c'était quand même assez agréable. Et en plus, on était dans un groupe d'entraînement à Lorient, donc on avait quand même participé à quelques entraînements avant la régate qui nous avaient permis de bien rencontrer les gens. Mais c'est des personnes qu'on connaissait déjà. Et ensuite, c'est vrai que c'est une course exigeante, mais nous, on y allait vraiment avec un objectif. En fait, c'est exigeant. Le parcours est assez facile à faire. Ce qui est très dur sur ce parcours, c'est de le faire plus vite que les autres, parce que du coup, on va essayer de prendre des risques, on va passer plus proche des cailloux, on va moins dormir. Et donc, nous, on avait dans nos têtes, c'était notre première course sur le bateau et notre première course sur un aussi gros bateau. Donc, on y allait de façon assez safe pour pas prendre trop de risques sur certains passages un petit peu compliqués. Donc, en tout cas, c'était ce qu'on avait en tête en partant, ce qui est assez rassurant puisqu'on était sur la même longueur d'onde. Donc, voilà. Alors, moi, ça, c'est l'organisateur qui parle. 8e, c'est quand même, pour une première, c'est pas mal quand même. Hein. Vous avez mis quelques cadors derrière vous. Oui, merci. Ouais, c'est sûr que on est très content d'avoir réussi à faire cette place-là. Ça a été regardé avec intérêt. Merci. Voilà. Avant de passer à la deuxième course. Alors juste quand même un petit retour sur cette première, parce que vous êtes des jeunes loups de mer, vous vous retrouvez parfois avec des vieux loups de mer et vous vous retrouvez à concourir contre des gens, des skippers que vous avez peut-être admirés à un moment donné, quelques années en arrière, quand vous aviez 14-15 ans. Ça c'est vrai, notamment, moi le souvenir que j'ai, c'est l'arrivée au briefing de la Transat Jacques Vabre, qui est vraiment un plateau où il n'y avait pas essentiellement des classes 40, mais il y avait aussi des plus gros bateaux, des IMOCA, des Ultimes, donc des très grands trimarans. Et là, il y a vraiment, comme Kevin le disait, c'est un petit monde. Donc il y a vraiment toutes les grandes stars de la course au large qu'on voit dans les magazines, dont on a les posters dans nos chambres quand on est petit. Donc ça, c'était assez intimidant. Et puis mais en classe 40, on a navigué avec aussi des gens qu'on a beaucoup suivis. Yann Lipinski qui navigue sur Crédit Mutuel, moi je sais que j'étais fan de lui quand j'étais plus jeune et que je m'intéressais à la Mini Transat parce que c'est une course qu'il a gagnée 2 fois. Donc c'est assez intimidant, assez impressionnant, mais ça donne envie de bien faire, hein, encore une fois. Est-ce que vous avez réussi à le mettre une fois derrière ? Oui. Bravo. Oui, mais il a eu un problème technique, donc c'est peut-être un peu grâce à ça aussi. Alors deuxième course, les Sables, Horta-Les Sables, un départ le 27 juin, et là on est parti quand même pour une grande durée, 14 jours, alors je n'ai toujours pas les heures, les minutes, les secondes, mais 14 jours ça commence à compter, et puis une belle 10e place. Alors est-ce que Manfred, sur cette course-là, il y a des particularités dans le tracé? Alors c'est une course d'abord qui est l'été, donc c'est déjà important par rapport à une course d'avant-saison, une course de fin de saison. C'est une course qui normalement est un stop à Horta, mais là, compte tenu des conditions de la pandémie, le stop ça a été plutôt un clin d'œil en passant Horta. Donc ça a été effectivement un long tour de 14 jours, mais c'est plus une course qui se rapproche ça, un peu dans l'esprit Transat, au moins tout au début. Donc vous l'avez vécu comment par rapport à par exemple à la Normandie juste avant? Donc les 2 courses s'enchaînaient assez vite, donc on a assez vite passé de la Normandie au Sable Horta. Par rapport à la Normandie, c'est vrai que là on va être quand même un peu plus pas attentif, mais on va emmener plus de matériel pour pouvoir bricoler en mer, puisque si on a un vrai problème, à un moment donné, de toute façon, il va falloir ramener le bateau quelque part. Et donc, c'est quand même une course où on commence à être au large. Et si on veut la terminer, on ne peut pas vraiment faire d'escale au milieu, quoi. Donc, il faut pouvoir se débrouiller. Et donc, c'est vrai que là, avant cette course, on passe un peu plus de temps à se préparer là-dessus. On réfléchit un peu plus. Donc, c'est très bien pour nous parce que ça faisait partie de notre processus de préparation pour la Transat. Et donc, ce qu'on a fait là, on n'avait pas à le refaire après. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu la différence, c'est que c'est une course on est un petit peu au large, quoi. Alors, tes expertises en météo étaient très sollicitées parce que je crois que le début de cette course était très très compliqué. Le tout début était très compliqué en météo. Oui, alors on réfléchit ensemble avec Pierre à la météo. Il n'y a pas que moi qui fait, heureusement, parce que la météo c'est quand même assez compliqué et souvent il faut avoir un petit peu on ne sait pas trop ce qui va se passer, donc à 2 de pouvoir en parler. Déjà, on vérifie que. Ce n'est pas une science exacte. Non, c'est pas une science exacte, donc vraiment c'est.
c'est très agréable ce qu'ils ont dit. C'est quand même, on a toujours une communication, enfin, on discute toujours de ce qu'on veut faire. Là, les Sables Horta, oui, c'est assez particulier. En plus, c'est un parcours où on va vers l'ouest, donc généralement on traverse les systèmes dans un sens quand on va vers l'ouest, et donc on enchaîne beaucoup de systèmes qui peuvent être différents. Donc il y a beaucoup de manœuvres. On voit passer beaucoup de dépressions, enfin on peut voir passer des dépressions, des fronts, c'est jamais vraiment fini jusqu'aux Açores, on peut avoir de nouveau du mauvais temps. C'est assez compliqué et ensuite le retour, il se fait avec les systèmes météo, donc avec une dépression ou avec un anticyclone. Et donc suivant où on est, si on est... Ça a été assez musclé, je crois, le retour. Alors nous au début, en fait, on avait donc un anticyclone très italien qui a coupé la flotte en deux. En fait, les premiers bateaux ont fait le tour des Açores, ont pu repartir devant la bulle sans vent. Et nous, la bulle nous a obligés à remonter au nord. Et quand on remonte au nord, généralement, on récupère du mauvais temps. Et donc ensuite, c'est une histoire de bulle alors. Ouais, voilà, c'est ça. Et une histoire de faire le tour de la bulle. Et là, on a récupéré du vent. Et donc là, on a pu naviguer dans du vent fort au portant sur le bateau, ce qui est un petit peu les conditions les plus compliquées à gérer sur ces bateaux. Et donc c'était très intéressant pour ça. Et c'est vrai que c'était de faire 14 jours non-stop. On devait réfléchir à notre météo tout seul. On n'est pas aidé par la Terre pour ça. Et donc c'était assez intéressant. Ouais. Alors après, on va un petit peu plus loin dans la saison avec la 3e course, la Rolex Fastnet. Alors là, une course très rapide, 3 jours, une belle place, 6e. Alors Manfred, encore une fois, il y a des particularités à cette organisation de Rolex Fastnet. Alors le Fastnet, c'est une course mythique, c'est une des grandes courses dans le panorama mondial de la course au large. C'est une course multiclasse, c'est une course qui a plus de 300 bateaux au départ. Et puis c'est la méthode anglaise, c'est-à-dire on n'a peur de rien. Et le départ a été donné avec un bon 30 nœuds de vent. Je ne suis pas certain qu'on aurait fait ça en France. En tout cas, c'était un départ très impressionnant avec toute cette flotte dans le Solent, donc dans le bras de mer entre l'île de Wight et la côte anglaise. Et franchement, quand on regardait ces images qui étaient extraordinaires, on se disait vraiment être sur l'eau et voir tous ces bateaux et partir, c'était la même expérience extraordinaire. Ouais, c'était un peu incroyable, surtout que, encore une fois, à cause des conditions sanitaires, on n'a pas pu partir, pas pu dormir en Angleterre. C'était un petit peu compliqué. Directement, on est parti de Cherbourg le matin pour prendre le départ, le matin au milieu de la nuit. 2h du matin de Cherbourg, la nuit, dans 30 dans du vent fort. Et du coup, c'était déjà un petit peu impressionnant. Et le départ, effectivement, avec autant de bateaux sur l'eau, ça me laisse des souvenirs complètement fous. Il y avait des très beaux bateaux, des IMOCA, des ultimes. C'était assez fou de prendre le départ au milieu de tous ces bateaux-là, dans beaucoup de vent, avec la gestion des croisements, parce qu'en fait, quand on part du Fastnet, on est dans l'embouchure du Solent. Du coup, on a peut-être mis 2 heures à sortir, où on croise, on vire régulièrement, donc on va croiser les autres bateaux tout le temps. Donc il faut gérer ça, il faut être très très concentré. Il y avait un 3e équipier sur cette course-là, Pietro, qui était l'ancien co-skipper du bateau, qui était venu pour faire une sorte de passation et nous enseigner quelques réglages. On remercie beaucoup parce qu'il nous a beaucoup apporté sur cette course, beaucoup d'expérience. C'est vrai que le départ c'est vraiment particulier, c'est une très longue ligne, il y a tous les bateaux qui se mélangent, les départs sont séparés mais quand même un gros risque de collision. La phase d'attente est compliquée et je pense qu'on aurait été juste tous les deux, on aurait eu plus de mal à être bien au bon endroit donc il nous a vraiment montré ça et pour ça on le remercie beaucoup. Moi j'ai un super souvenir aussi où il y a un bateau qui était assez récent là, un très 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 grand bateau là, je sais plus combien de mètres il fait, 120 pieds, donc 3 fois plus long que nous, beaucoup plus grand. Qui à un moment donné en fait ces bateaux là partaient après nous, donc ils nous ont rattrapés et Pierre il me tape sur l'épaule, il me dit regarde derrière, et là le bateau fait un virement de bord juste derrière nous et là c'est vrai que c'est des beaux souvenirs de. Il y a 40 personnes à bord, donc on voit tous les petits bonshommes qui sont sur le. C'est celui-là, exactement. Ce bateau qu'on voit à l'écran. Très impressionnant. Et donc ça c'était super chouette, Et puis c'était vraiment une course qui a pour le coup le parcours est un petit peu comme la Normandie, c'est un parcours assez technique avec beaucoup de passages en stratégie météo et manœuvres assez intéressants, et ce qui permet du coup d'avoir Pietro à bord. Ça nous a vraiment remis, on avait une façon de faire qui était intéressante, mais on n'était pas forcément toujours très je ne sais pas trop comment dire, mais très efficace dans les manœuvres. En tout cas, il nous a vraiment amené ce côté un petit peu plus, allez, on va faire ça comme ça, on va faire ça plus vite, on va faire ça, on va être plus dessus, on va aller mettre la voile de plus, le petit truc en plus.
ce qui était vraiment intéressant pour ça. Donc, Précision, détail. Voilà, donc c'était top. Alors une 4e course, toujours en 2021, la fameuse Transat Jacques Vabre. Donc là, c'est une autre catégorie de course évidemment. Donc un départ le 7 novembre du Havre, 22 jours. Encore une fois, quelques heures, quelques minutes, quelques secondes. Un village d'avant-course là, qui dure une semaine avec des dizaines de bateaux. J'ai eu la chance de pouvoir y aller. Alors Manfred, ça c'est une course encore plus particulière. La Jacques Vabre, c'est la grande expérience de l'année. C'est ces événements océaniques qui sont un peu le cœur du circuit. La Transat Jacques Vabre, c'est tous les 2 ans. Et avec la route de Rome cette année, donc c'est un peu le point d'orgue de l'année. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de pression avant le départ et pendant le départ. Alors là, ça a été une Transat Jacques Vabre très étonnante parce que traditionnellement, les départs de course au large l'hiver sont plutôt assez durs. Hein. La sortie de Manche et de Gascogne est souvent un moment très difficile. Et là, en fait, à part un petit peu de vent au départ, ça a été une météo très très particulière. Donc comment on se réorganise alors qu'on a préparé peut-être sa course avec des schémas différents, c'est aussi très engageant. C'est vrai qu'on s'attend toujours à cette saison-là, donc début novembre, on s'attend à partir dans une météo un petit peu costaud avec un schéma classique où on va chercher un front. Donc c'est typiquement dans beaucoup de vent et beaucoup de mer. Et là, on avait beaucoup moins de vent et c'était toujours aussi technique parce qu'au final, avec le courant, qu'on dit en termes marins, la pétole totale au large de la Bretagne, des images incroyables à cette période. On a mis énormément de temps à quitter la Bretagne et une fois dans le sud de la pointe de Pinmar, on a eu vraiment de la pétole où les bateaux étaient arrêtés et puis l'air rentrait pour certains, il y en a qui passaient. Certains ont mis leur ancre pour ne pas reculer. Exactement. En fait. Ouais. On a eu la chance de toujours avancer, un petit peu de se faufiler dans les quelques nuages qu'on a réussi à attraper. Et puis une fois parti en sortant du golfe de Gascogne, là on a pu raccrocher les alizés portugais et puis aller vite vers le Cap-Vert. Pour une transat qui était au final même assez molle, l'alizé était plus faible que les années précédentes, enfin que classiquement plutôt. Ouais. Ouais. C'est vrai que moi je crois que j'ai quasiment pas mis le ciré lourd sur une transat, le gros ciré sur une transat d'hiver c'est assez rare mais c'était pas désagréable, c'était quand même. Après je crois qu'il y a le stress est différent du gros temps, mais c'est aussi beaucoup de stress le petit temps. On dit que le petit temps est presque aussi dur que les périodes de brise, parce qu'il faut chercher la petite veine de vent en permanence. Alors c'est pas du tout le même stress. Il y en a un, c'est vraiment la brise, c'est vraiment le stress, un peu la peur de casser, même la peur de. Voilà, ça peut être impressionnant quoi, la mer quand c'est démonté, quand il y a vraiment des grosses vagues et qu'on va passer, on sait pas trop jusqu'où ça va aller quoi et comment on va réussir à passer cette tempête. Donc la brise c'est beaucoup ce stress là et le petit temps c'est vrai que c'est un stress vraiment de compétition quoi. Est-ce qu'on va réussir parce que c'est là dans le petit temps c'est là qu'il peut y avoir des gros écarts effectivement et là on a ce stress un peu de la compétition mais c'est pas la même chose et moi je sais. On voit le voisin à 100 mètres qui a un petit peu de vent et vous n'avez pas de vent. Il faut être dur, il faut être solide psychologiquement. Ouais, c'est vrai, mais ça reste que de la compétition. On n'a pas trop peur pour nous quoi, dans ces moments-là, donc ça c'est assez agréable. Mais oui. Alors on clôture l'année, quand je dis on, c'est vous clôturez l'année, mais en même temps on clôture l'année aussi un peu ensemble avec vous, puisque le Galet ou le Galet Team Wall, bien évidemment, on s'embarque à vos côtés et vous réussissez à nous embarquer à chaque fois. Et vous finissez l'année, donc 5e du championnat classe 40. Alors 5e du championnat classe 40, j'imagine que c'est une bonne place. Néanmoins, vous faites 8e, 10e, 6e, 8e. Je ne comprends pas comment on finit 8e. 5e du championnat classe 40, c'est une histoire de points. Oui, tout à fait. C'est un système de points. En fait, comme je le disais tout à l'heure, on a décidé de participer essentiellement aux courses qui font partie du championnat classe 40. Et du coup, ça nous a permis d'accumuler des points sur chaque course. Alors, évidemment, les coefficients ne sont pas les mêmes pour toutes les courses. Les Sables Horta, qui étaient plutôt longues, avaient un plus gros coefficient que la Normandie Channel Race. La Jacques Vabre est le plus gros coefficient. Et donc, cette régularité, 8, 10, 6, 8, nous a permis d'accumuler plutôt des bons points tout au long de l'année. Et puis aussi, on n'a pas eu de problème technique, donc on a toujours terminé dans des places plutôt bonnes. Et on a fait toutes les courses, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de tous les bateaux. Donc ça nous a permis de grimper un petit peu au classement.
Alors moi, j'ai envie de vous demander, avec toutes ces courses très diverses, quel est votre meilleur souvenir de cette saison 2021 ? Alors pour moi, je pense que ça va être l'Alizé portugais, où c'était très intimidant. Parce que il y avait plutôt du vent fort et le bateau allait très très vite. Et du coup, on a vraiment l'impression à l'intérieur d'être un peu dans une machine à laver. Et puis quand on est couché, on a des petites bannettes pour dormir. Et puis on sent que le bateau s'envole et un petit peu dans une sorte d'état de grâce où il surfe. Et du point de vue sensoriel, au niveau de l'accélération, de la décélération, de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent, c'est magique. Et je pense que c'est beaucoup pour ça aussi qu'on fait ça. C'est pour ces conditions-là où le bateau vraiment dévale la piste, dévale les vagues. Et c'était assez magique. Ouais, alors moi du coup je vais devoir en choisir un autre, parce qu'évidemment c'est aussi un très très bon souvenir pour moi. Moi pour le coup j'adore le petit temps et j'adore quand ça se joue à pas grand chose sur des petits réglages et qu'on peut être un peu en short t-shirt dans le bateau. Et du coup un de mes meilleurs souvenirs, enfin un très bon souvenir de la Transat, c'est la deuxième nuit le long de la Bretagne, dans pas beaucoup d'air, à jouer, à essayer de soit un coup se protéger du courant, un coup aller dans le courant. Et on était une flotte encore assez serrée de bateaux et voilà, ça croisait un peu dans tous les sens. Et c'était assez intéressant techniquement et au niveau de la stratégie. Et moi, on s'est bien régalé à ce moment-là. Donc ça reste c'est un bon souvenir. Alors du coup, ça fait combien de jours de mer cette saison 2021 ? Vous avez calculé ? Au total, je crois qu'on a une cinquantaine de jours de mer en course. Et donc entre les convoyages pour allier l'Orient à la Normandie ou inversement aller au Sable d'Olonne, les entraînements, les hospitalités, etc. On est à beaucoup plus que ça. Donc, mais en course, déjà, c'est assez conséquent. Donc, on essaye de bien se reposer entre les deux pour être frais. Alors justement, comment on se prépare ? On se prépare physiquement à ces courses-là ou on est jeune, on y va Ça dépend. Ça dépend de qui. On a deux visions différentes. Moi, je fais un peu j'essaie de faire pas mal de sport pour me renforcer physiquement, pour les manœuvres. Je trouve le bateau encore un petit peu physique et un petit peu intimidant de temps à autre. Mais Non, mais on est globalement d'accord. Moi, je pense qu'il faut faire du sport. On est obligé parce qu'en fait, la saison est très longue et c'est des bateaux qui vont être encore qui peuvent être assez violents dans certaines conditions. Et donc, pour pas se blesser, il faut être en forme. Il faut pouvoir tenir sur ses jambes. Il faut avoir quand même des bons réflexes. Et donc, c'est important de faire du sport tout au long de la saison. Et après, moi, j'aime pas forcément énormément aller à la salle de muscu ou footing. Donc, je fais du vélo, je fais un peu de natation. Bon, là, c'était compliqué, mais on peut faire un peu de natation. On se promène. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport régulièrement. Et après, suivant ce que chacun ressent sur le bateau, il va travailler plus spécifiquement. Moi, j'aime bien faire du gainage parce que c'est intéressant pour pas avoir mal au dos en mer ou des choses comme ça. Muscu. Ouais, et la muscu, c'est un peu... Ouais, après, ça dépend un peu de chacun. Moi, j'aime pas trop. Et moi, j'ai envie de parler du bateau. Il se porte bien, le bateau ? Alors, on parle au préparateur, là. Là, le bateau, il est au chaud, déjà. Je crois qu'il a un repos bien mérité aussi. On l'a rentré en chantier il y a 2 semaines. Une semaine et demie. Donc, on a d'abord retiré le mât, ensuite sorti le bateau d'eau, retiré la quille, remis le bateau dans l'eau. On a remonté une rivière qui va jusqu'au chantier où on est actuellement sans la quille, juste au moteur. Et on a sorti à nouveau le bateau de l'eau dans ce chantier. Il y a 3 grosses étapes là, donc on va faire un vrai chantier. Donc d'abord d'optimisation du bateau, d'entretien un peu plus général et de mise à la main de Pierre qui va du coup naviguer quasiment exclusivement tout seul l'année prochaine. Donc 3 grosses étapes. La première qui va nous prendre le plus de temps, et c'est la raison pour laquelle on va passer quasiment 3 mois en chantier, c'est qu'on va couper l'étrave. Donc globalement, couper l'étrave, ça veut dire on part de l'avant et on coupe un biseau pour que l'étrave qui est sur ce bateau-là, en l'occurrence pas pointue, mais qui n'a pas beaucoup de volume, soit beaucoup plus plate en dessous, pour que le bateau soit plus performant et des vitesses plus constantes, mais que le nez du bateau ne s'enfonce pas dans l'eau. Donc ça, c'est la première grosse étape du chantier. Il faut aussi renforcer le bout dehors, parce qu'il y aura des contraintes qui ne seront pas les mêmes. Le bout dehors, c'est l'espèce de petit mât à l'avant qui tient les voiles d'avant, comme le spi. Ensuite, dans un deuxième temps, on démonte, on fait réviser ou on révise nous-mêmes
quasiment toutes les pièces du bateau, parce que c'est très sollicité, parce que c'est des bateaux qui vont vite, qui passent beaucoup de temps en mer. Déjà, ils ont beaucoup navigué par rapport à un bateau normal, c'est énorme. Enfin, un bateau de plaisance voilier, en tout cas normal, c'est énorme. Qui sont très sollicités mécaniquement, ces bateaux qui vont vite, où il y a toujours de l'eau sur le pont, donc il faut imaginer que c'est quand même un environnement qui est très hostile pour le matériel. La ferraille et le sel, tout le monde sait que c'est pas génial. Le fait d'avoir plusieurs matériaux comme de l'inox, de l'aluminium et de la fibre, etc., ça crée de l'électricité, enfin tout s'oxyde, voilà. Donc il y a beaucoup de choses à démonter. Donc les winches, plutôt la partie mécanique, le système de barre, après une révision globale de l'électricité, parce que Pierre, quand il va être en solitaire, il barre pas tout le temps. Donc si le pilote automatique, par exemple, tombe en panne, là, ça devient beaucoup plus problématique parce qu'on ne peut plus se reposer. Enfin, Pierre pourra plus se reposer. Et donc, soit il termine la course complètement, comme on dit nous dans le milieu, décalqué, pas connaître son nom à l'arrivée parce qu'il n'a pas dormi depuis 3 jours, soit il a un pilote. Et donc, ça fait partie des trucs, vraiment des petits points névralgiques du bateau qu'il faut vraiment réviser. Donc, il y a ça. Et dans un troisième temps, parce que Pierre va naviguer en solo, on a besoin d'adapter le bateau un petit peu au solitaire. Chaque marin a des petites astuces, des petits tics aussi, parfois c'est plus proche du tic que de l'astuce pour les marins, de choses qu'il veut avoir à bord, que ce soit pour le confort ou même pour les manœuvres, parce qu'il juge que c'est plus pratique, parce que ça demande moins d'efforts, ou parce qu'on peut mieux se reposer, mieux manger, mieux préparer la météo, etc. Donc on va tout mettre le bateau à sa main, on va essayer de faire une préparation un peu sur mesure pour qu'il puisse naviguer dans les meilleures conditions. Voilà. On a enfin bien compris le rôle du préparateur technique. Là, bah non, mais merci, merci Paul. Ouais. Et justement, la vie à bord, on va te laisser un petit peu encore la parole, Paul. La vie à bord, comment ils font comment tu interviens pour la vie à bord quand ils sont en mer? Comment je prépare leur vie à bord avant qu'ils partent en mer? Alors déjà, je pense que c'est essentiel de comprendre ce que le marin vit. Vraiment, un préparateur, c'est quelqu'un qui doit pouvoir se mettre à la place du marin. Donc, il faut savoir un petit peu naviguer, etc. Mais ce n'est pas l'essentiel, en tout cas, là, ce que je vais faire sur ce projet-là. Mais il faut essayer de simplifier la vie un maximum. C'est quelque chose qui est très exigeant physiquement, mentalement. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je réponds à leurs demandes. En fait, c'est eux qui émettent des souhaits. Après, moi, je conseille aussi, évidemment, j'aurais pas fait comme ça, mais à la fin, c'est quand même eux qui ont leur mot à dire sur ce qu'ils veulent, que ce soit pour dormir. Est-ce qu'il faut modifier un petit peu pour que la bannette puisse prendre l'angle du bateau et quand le bateau penche, la bannette, c'est là où on dort. Est-ce qu'on essaye de faire un palan un peu mieux pour que moi, en étant tout seul dedans, je puisse la remonter et la remettre à l'horizontale, même si le bateau est penché? Est-ce que c'est plein de petites choses comme ça? Est-ce que le jet boil, pour se faire à manger, je le tiens entre mes jambes au risque de m'ébouillanter quand il y a de la mer, ou est-ce qu'on crée un système pour qu'il soit sur un système de pendule et qui bouge, qui reste lui à la verticale pour le coup pendant que le bateau est à la gîte? Est-ce qu'on met des bâches? Il y a quand même un gros problème sur les bateaux, enfin des bâches, je vais m'expliquer, mais c'est l'humidité. Et quand on passe plusieurs jours dans l'eau, la peau, elle aime vraiment pas ça. C'est un peu comme quand tu sors de ton bain, t'es tout fripé, là c'est partout, c'est sur tout le corps. Donc ça, souvent, les skippers, ils ont envie qu'on leur fasse des sièges, qu'on leur fasse des systèmes de protection pour tu seras toujours mouillé, mais moins. Et ça, c'est très important. Donc, le confort joue un rôle essentiel dans la performance, je pense, parce que tu as l'esprit frais et le physique aussi un peu frais. Tu es plus à même d'être focus performance et pas c'est quand qu'on arrive. Donc ça, déjà, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est la simplification des manœuvres. Voilà. C'est des petites astuces à droite à gauche, des petits bouts pour tenir des plus gros bouts, des poulies au bon endroit pour que tout soit fluide et que le skipper ait le moins à forcer. Donc chaque course, en fait, sert à faire un retour d'expérience pour la course d'après, en fait. Ouais. Donc on tient une job list. Il y a une job list permanente. Le bateau, c'est une job list. Quand on arrive au bout, en général, déjà, on la rattaque dans l'autre sens quand il s'agit de l'entretien, parce que c'est long. Et ok, on a fini à Normandie. Bon, sur la Normandie, j'ai quand même constaté que la drisse de GV est bloquée et que du coup, ça me demandait double d'effort pour l'envoyer en tête, que les ris étaient emmêlés dans la baume. Les ris, c'est pour réduire la surface des voiles, etc. Donc tout réviser à chaque course, presque chaque course, et apporter les améliorations. Et le but, c'est qu'à l'issue de cette saison de course d'avant-saison, Pierre il puisse quand même partir sur le Rhum avec un bateau où tout fonctionne en théorie correctement. Et après
en mer, il me semble que j'ai le droit aussi quand lui sera en mer, de peut-être apporter des solutions techniques. S'il a un problème, moi je vais essayer de me rendre dispo à peu près à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour répondre à ça et pouvoir lui dire dans tel sac par exemple, on a préparé, je sais pas si tu te souviens, un truc, regarde ça, je pense que tu peux réparer comme ça. Il le fait, ça tient pas, ça marche pas, on trouve des solutions ensemble. Donc c'est aussi, même quand le skipper est en mer, on apporte quelque chose. C'est une astreinte en fait du skipper. Alors, programme, justement, la course 2022, donc on a fait le bilan 2021, on se projette maintenant sur 2022, on est au mois de janvier, on a compris que le bateau, là, il était en chantier, on a compris que globalement, mars-avril, il commencerait à sortir du chantier. Quel est le programme de course, Manfred, auquel la Le Galley Team Voile va participer cette année? Alors, donc c'est la classe 40 qui définit le programme officiel, comme on l'a compris. Alors là, c'est un savant mélange entre des courses en équipage, on retrouve même une course en équipe, des courses en double et la course en solitaire qui va être la course phare de l'année, qui est la Route du Rhum. Donc vous pouvez nous présenter un peu les courses de cette année, comment vous les abordez par rapport à l'objectif, puisque le Rhum reste l'objectif ultime, c'est le cas de le dire, de la saison. Oui, tout à fait. Alors la première course, comme on l'a vu au programme, ça va être la 1000 milles des Sables, qui est très très tôt dans la saison, qui va être le 10 avril. C'est une course en solitaire de 1000 milles qui va au Fastnet, donc aller au Fastnet, donc au sud-ouest de l'Irlande. À cette saison, ça peut être un petit peu sport. Surtout en solitaire, nous on aura normalement, si tout se passe bien, on aura remis le bateau à l'eau quelques semaines avant, 2-3 semaines enfin 2 semaines sûrement. Du coup, ça laisse quand même relativement peu de temps pour s'entraîner en solitaire sur le bateau. Donc moi, de mon côté, pendant que le bateau est en chantier, j'essaye de continuer à naviguer sur d'autres classes 40, sur des bateaux un petit peu plus petits, pour continuer et pas perdre la main surtout. Et cette 1000 milles des Sables, donc ça va vraiment être un bon entraînement pour l'appréhension de la navigation en solitaire sur le bateau. Ensuite, on a la Normandie Channel Race qui est mi-mai, qui va être une course en double. Donc, c'est exactement le même parcours que l'année dernière, donc toujours aussi technique. En principe. Voilà. Suite à ça, on a la Dream Cup qui va être mi-juillet. Donc, on se réserve tout le mois de juin pour peaufiner les quelques petits détails restants qui sont sur le bateau, continuer les navigations en solitaire. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à la Dream Cup complètement prêt, pratiquement aussi prêt que pour la Route du Rhum, pour vraiment que ça soit une répétition générale pour la Route du Rhum. C'est encore une course qui va au Fastnet, la Dream Cup, donc on va le voir quelques fois cette année. Et puis ensuite, toujours dans la même idée de se préparer à la grande finale de la Route du Rhum, va y avoir la 40 Halloween qui est mi-septembre à Saint-Malo. Donc c'est le même départ à Saint-Malo que la Route du Rhum. Donc l'idée, c'est un petit peu c'est des zones assez techniques avec beaucoup de courants, avec des cailloux. Donc l'idée, c'est d'appréhender tout ça et vraiment de bien se cartographier la zone dans la tête pour être vraiment sûr qu'au départ de la Route du Rhum, avec toute l'émotion, tout le stress de la course, on soit le plus sûr possible et qu'on connaisse déjà la zone. Et puis enfin, la Route du Rhum, le 6 novembre, au départ de Saint-Malo pour la Guadeloupe. Pointe-à-Pitre, Fort-de-France. Je pense que tu sais où tu vas aller. Oui. Comment tu perçois cette... là, tu es très entouré dans la saison 2021, dans la saison 2022, les courses à bord. Là, le Rhum, c'est vraiment un challenge complètement nouveau. C'est une course qui a souvent la réputation d'être dure parce qu'elle part au mois de novembre en Atlantique Nord. Elle a un parcours souvent plus nord que la Transat Jacques Vabre qui en général va en Amérique du Sud enfin récemment aux Antilles mais souvent en Amérique du Sud. Donc c'est vraiment tu te prépares psychologiquement à ce changement de paradigme dans ton expérience de la course au large. Oui, tout à fait. Ça ne sera pas la première fois que je fais du solitaire, mais ça sera la première fois sur le classe 40, sur un bateau aussi gros. C'est des bateaux qui sont très énergivores. Donc l'idée toute cette année, en 2022, c'est de bien se préparer physiquement au solitaire, de
bien s'entraîner pour pas perdre d'énergie inutilement pendant les manœuvres. Donc c'est là où Paul intervient au niveau de l'optimisation du bateau, où Kevin va aussi m'apprendre à bien réfléchir aux manœuvres, bien les anticiper. Mais je suis plutôt serein. Je sais qu'on a une belle année devant nous avec un super bateau qui va avoir une petite amélioration de performance en plus. On a fait une chouette saison l'année dernière. Donc j'ai pu bien prendre en main le bateau et cette année, je pense que je vais tout faire pour en tout cas partir sur la route du Rhum le plus près possible et puis vivre une autre belle expérience et emmener le galet de l'autre côté de l'Atlantique une seconde fois. Alors c'est une course multiclasse, il y a combien de classes 40 au départ de la route du Rhum? Alors il y a un nombre limité à 55 classes 40, donc c'est encore une fois un très gros plateau. Je crois qu'on était une petite cinquantaine sur la Transat Jacques Vabre. Donc un peu plus de bateaux, et puis tout comme la Transat Jacques Vabre, il va y avoir des IMOCA qui sont des bateaux à une seule coque qui sont un petit peu plus grands, des multi 50 et des ultimes qui sont des trimarans. Donc ça va encore une fois être un départ qui est très grisant et très impressionnant, avec des très grands marins, donc c'est super de pouvoir se retrouver là. Est-ce que tu seras aussi impressionné au premier briefing de la Transat Jacques Vabre? Je serai peut-être un peu plus impressionné, Kevin ne sera pas là pour me rassurer. Donc J'étais très impressionné aussi, mais c'est vrai que à mon avis le briefing, là c'était du double, donc il y avait vraiment beaucoup de marins, mais là le briefing de la route du Rhum, ça va être vraiment la crème de la course au large, et donc ça va être, je pense que ça va être très impressionnant, mais c'est super. Un gros jeu de préparation mentale, quand même, pour partir en solo, forcément. Oui, de la préparation mentale, comme je le disais, c'est beaucoup on essaye on avait déjà fait un peu l'exercice avec Kevin pendant des entraînements en faux solo, on appelle ça. Donc on est tout seul à faire les manœuvres et à guider le bateau, mais il y a quelqu'un qui est là pour observer, éventuellement, le cas échéant, donner des conseils. Et puis l'idée, c'est vraiment de se projeter dans les manœuvres et de bien tout anticiper. Donc voilà, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Puis aussi physiquement, d'être bien prêt, d'être bien costaud. Donc là, je suis dans un entraînement intensif en sport pour essayer de commencer la saison un petit peu plus costaud. Et puis, voilà. Alors, avant de conclure, donc on a bien compris la route du Rhum pour la clôture de l'année, donc la Normandie Channel Race, CIC Normandie Channel Race au mois de mai. Manfred, est-ce qu'il y a des particularités sur cette CIC Normandie Channel Race cette année, des surprises? En fait, le parcours est théoriquement toujours le même. En réalité, il est souvent différent, puisqu'on a la direction de course a la capacité à adapter le parcours en fonction des conditions météo, qui sont souvent assez dures, puisqu'on part de baie de Seine. Mais ensuite, on va à toute la côte sud-ouest anglaise et surtout l'Irlande, à proximité des grandes dépressions d'hiver qui passent à l'ouest de l'Irlande ou quelquefois à l'est de l'Irlande. Donc, le parcours, il est toujours le même. La particularité, ça va être un plateau. On a un record à 27 bateaux qui probablement va être battu cette année, compte tenu de la croissance de la classe 40 de manière générale, et puis de la dynamique de l'événement aussi, les deux se conjuguant. Donc je pense que ça va créer une pression encore supplémentaire en termes de nombre de bateaux, avec pas mal de bateaux neufs, mais pas forcément toujours avec beaucoup de bien déjà à mariner. Donc beaucoup d'étrangers. On a une inscription d'un bateau australien hier, un bateau qui vient d'Australie. Plateau très international aussi, donc c'est une bonne, même si c'est pas du solitaire qui est l'objectif de l'année, c'est une bonne mise en bouche, je pense, pour préparer la saison. Alors départ le 15 mai et ouverture du village le 13 mai, donc toujours une partie, toujours cette journée des scolaires qu'on va essayer de refaire, puisque malheureusement on n'a pas pu la faire l'année dernière. On recevait chaque année presque 1 millier d'enfants. 3 jours d'ouverture au public, toute la partie relations publiques, nos partenaires, dont le Galet, et puis beaucoup d'envie aussi on va essayer de retrouver le public. On a eu la chance sur la Normandie Channel Race à Caen de pouvoir faire l'événement dans ces 2 années difficiles, parce qu'on s'est glissé entre deux vagues, c'est le cas de le dire. Donc tout le monde n'a pas eu cette chance, on en est conscient. Donc pour nous, c'est aussi le moment de retrouver le public canet. On a quand même quelques milliers de personnes qui sont venues, même si on n'avait pas de village structuré et organisé. Et je pense que pour la vie à Caen, comme pour l'événement, j'espère que ce sera ce grand retour
fêtes communes et de fêtes partagées. Alors, je reçois une question de la part d'un participant à cette visio. Du coup, j'ai bien évidemment le souvenir de qui c'est. Le départ de la Transat Jacques Vabre a été assez mouvementé pour les collaborateurs qui ont eu la chance d'assister au départ. Je ne peux pas dire ton prénom. Manon. Est-ce que cela vous arrive d'avoir le mal de mer, ou de terre d'ailleurs? Moi, j'ai un peu le mal de mer. Dommage. Ouais, c'est bête. Tant pis. Mais c'est quelque chose. Enfin, on apprend à vivre avec. Il y a des médicaments, il y a aussi de la gestion de soi, donc il faut faire attention à bien manger, bien boire, bien se reposer. Donc il faut essayer de composer avec. Et je sais que moi, après 2-3 jours, dépendant toujours du départ, des conditions du départ, après quelques jours, si les conditions sont dures, ça passe et puis après il ne revient pas. Donc, il y a beaucoup de marins qui ont le mal de mer en fait. On pourrait imaginer que ce n'est pas le cas, mais on est beaucoup à avoir le mal de mer. Moi, je viens du départ. Il y a un petit moment où j'étais à l'intérieur, pareil, ça bougeait beaucoup et je ne suis pas très très sensible au mal de mer, mais je sens qu'il faut faire un petit peu attention, reprendre un peu d'air, se déshabiller un peu pour ne pas avoir trop chaud. Et donc, non, c'est très, très classique, beaucoup de marins. Généralement, les marins, quand même, c'est des mal de mer qui passent au bout de 3-4 jours. Ça passe à peu près. Et après 22 jours de Transat Jacques Vabre, mal de terre? Moi, j'en ai pas souvenir, donc je suis pas sûr de l'avoir eu. Ça, c'est l'arrivée à la Martinique, peut-être. C'est peut-être d'autres effets, mais c'est vrai que de temps en temps, en fait, ça, pour moi, ça dépend pas forcément de la longueur. Il y a des fois, la journée, le soir, je tiens plus debout, et des fois, sur des longues transats, j'ai pas souvenir, je suis pas sûr de l'avoir eu. On va être obligé malheureusement de conclure parce qu'on pourrait vous écouter avec grand plaisir pendant des heures, regarder ces belles images qu'on a vues à l'écran pendant des heures, mais on a automatiquement des collaborateurs et des collaboratrices qui doivent reprendre le chemin du travail, j'imagine. Donc on va vous remercier énormément, Paul, Pierre, Kevin, Manfred, pour ce Midi le Galet des plus connectés. Et puis on aura grand plaisir évidemment à suivre votre parcours tout au long de l'année 2022. Donc on a noté, la première course sera le 10 avril. Si jamais les collaborateurs, les collaboratrices veulent vous suivre sur les réseaux sociaux, on vous retrouve où, comment ? On nous retrouve sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Il y a des vidéos qui sont aussi postées par Le Galet sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre et on a hâte de partager cette année et cette saison 2022 avec vous. Et le positionnement pendant les courses. Et le positionnement ici. Attention sur les cartographes. Exactement. On peut nous traquer, on a des petites balises qui vous permettent de nous voir en temps réel pendant les courses. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Excellent après-midi et à bientôt. À très Merci. vite. À très vite.